BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. La suite avec Pascal Auclair, directeur général de la Française AM, et Thibaut Prébet, le directeur général adjoint de la financière Arbevel. On va parler dans un instant des législatives allemandes. Dans 2 jours, dimanche, la Chine aussi, qui inquiète les agences de notation juste avant votre allocation en ce moment à la Française. Elle ressemble à quoi? Après, on le rappelle, de bons indicateurs encore PMI aujourd'hui en Europe. Est-ce que vous continuez de privilégier l'Europe, Pascal? Oui. Oui, on a le gros de notre budget de risque, ce sont les actions européennes. On pondère un peu ce choix très tranché en dotant pas mal notre poche d'actions émergentes et japonaises. Voilà, donc c'est l'équilibrage devise, euro, dollar, de manière à... Ça a pas mal fonctionné cet été. Là où on est toujours assez bas en duration. Franchement, ça a été assez coûteux cet été parce que l'été a encore été un été de baisse de taux. Donc la forte sous-pondération obligataire et la forte baisse de duration a été coûteuse cet été, mais c'est payant sur 15 jours, donc on est ravis, on a gardé nos positions et on va les garder. C'est encore trop bas, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce qu'on a opéré cet été, c'est un shift assez significatif de nos positions, on va dire high beta crédit high yield, donc au rendement, vers encore plus de dettes émergentes libellées en dollars, toujours pour équilibrer le risque euro très fort sur nos actions européennes. Voilà, c'est le principal mouvement qu'on ait fait cet été. Sur Wall Street, vous allégez un petit peu? Sur Wall Street, on est très sous-pondéré depuis longtemps. C'est marrant de regarder d'ailleurs la trajectoire des indices pour un investisseur en euros. Un investisseur qui a investi sur le SPI en euros, il n'a rien fait. Ouais. Sur le Nikkei en euros, il n'a rien fait. Voilà. Et c'est vrai que le diptyque euro en euros est émergent. Est plutôt très bon cette année. Sauf qu'aux États-Unis, on aura des annonces sans doute de Donald Trump la semaine prochaine sur la réforme fiscale qui finalement pourrait voir le jour. Mais longtemps qu'on attend. Peut-être. Maybe, comme ils disent. Mais c'est un point clé quand même. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, même si, encore une fois, pour les mêmes raisons et des problèmes de valorisation, c'est pas une zone qu'on favorise, il faut avoir en tête qu'on est passé d'un marché euphorique qui considérait que l'élection de Trump était finalement un truc absolument génial à un marché qui attend rien de Trump. Rien sur le plan fiscal, rien sur le plan de relance de l'investissement, et il n'est pas exclu qu'il fasse quand même un petit quelque chose. Donc c'est vrai que on a quand même cet avantage que les attentes sont tellement négatives qu'il peut y avoir une petite bonne surprise qui pourrait d'ailleurs aider la croissance et remettre un petit peu de pression sur le dollar. Donc ça c'est un sujet qu'il faudra regarder effectivement. De là à attendre des merveilles alors que déjà il n'arrive pas à faire ses nominations aux différents comités, pas non plus trop espérer. C'est le 25, donc c'est lundi prochain que Donald Trump devrait préciser finalement sa réforme fiscale en Europe. D'ici là, on aura eu les législatives allemandes dimanche, les législatives allemandes. Et donc lundi matin, nos marchés vont réagir. Qu'est-ce qu'ils vont regarder dans le résultat de ces législatives? On devine qu'Angela Merkel devrait être élue, elle est largement favorite. Dans quel détail les marchés entreront-ils pour apprécier ce résultat des législatives? À mon sens, aucun. C'est-à-dire que ça fait longtemps que des élections, même avec des résultats considérés a priori comme catastrophiques, ne font plus beaucoup bouger les marchés. Alors la sempiternelle élection de Merkel et sa gain à toutes les élections, qui sont en plus largement anticipées, va pas faire changer beaucoup de choses sur l'environnement de marché, sur la confiance des investisseurs. Il y a la question de la coalition. Ouais, mais honnêtement, quelle coalition? On avait déjà eu ça. On avait mis un temps infini à trouver un gouvernement allemand où les gens étaient tous à peu près d'accord. Et l'impact Ils avaient mis plusieurs mois. Ouais, et honnêtement, le marché avait regardé ça avec un air, ok, c'est bien. On peut penser que dans une zone qui va bien, une zone où il n'y a pas de gros sujets, ces atermoiements politiques, en fait, ne font peur à personne. Dans des zones évidemment beaucoup plus chahutées, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, je serais très surpris que la réaction aux élections allemandes soit ne serait-ce que légèrement significative lundi. Mais derrière la question sera la capacité de l'Allemagne à assouplir sa position et à accepter d'entrer dans ce train de réforme que propose Emmanuel Macron. Ça va être la crédibilité aussi de l'Europe à travers sa capacité à se réformer qui se jouera dans la coalition qui sortira des législatives. Je suis d'accord avec Thibaut sur les aspects macro, sur les aspects économiques, c'est-à-dire que la partie fiscale, la partie investissement public, tout ça, ils sont tous d'accord et ça sera bonnet blanc et blanc bonnet. Sur la position de Madame Merkel, ça dépend évidemment de son score. S'il est très fort, elle va pouvoir maintenir une position forte. Si elle est un peu affaiblie dans la future coalition et si elle voit monter les libéraux de manière un peu forte, puisque récemment les sondages leur donnent un peu plus de crédit, là elle va avoir à mettre en place une coalition qui va
devoir prendre en compte la position de ces libéraux sur l'immigration, la position de ces libéraux sur l'intégration européenne. Et là, du coup, elle va avoir un peu moins d'appui en face de M. Macron, avec lequel elle est en état d'accord elle-même. Hein. Donc, ça va fragiliser un peu le couple franco-allemand. Et à ce titre-là, comme on a eu quand même un joli mouvement depuis l'élection d'Emmanuel Macron sur les trajectoires des actifs européens, convergence des spreads, bonne tenue de l'ensemble des dettes européennes, on peut avoir des petits effets de retour. Ça ne changera pas la trajectoire finale, mais ça peut perturber un petit peu. Bon, voilà les petits risques à venir donc pour le marché, à suivre la coalition allemande qui sortira de ces élections dimanche, la capacité de Donald Trump à annoncer une vraie réforme fiscale la semaine prochaine, et puis la Chine, le plénum du Parti communiste au mois d'octobre, et les agences de notation qui se rappellent au bon souvenir de Xi Jinping, puisque Standard & Poor's a abaissé hier la note de la Chine. Standard & Poor's s'inquiète d'un risque financier en Chine. C'est pas très bon ça pour Xi Jinping avant le plénum. Non, mais il était temps de s'inquiéter d'un risque financier en Chine. On sait bien qu'il y a des sujets à traiter en Chine. Rien de neuf. Moody's l'avait fait il y a quelques mois, Standard & Poor's le fait. Il y a moins de 4% de la dette onshore qui est détenue par des non-résidents. Ils ont fait Hong Kong aussi. Oui, les investisseurs non domestiques se moquent des agences occidentales. Juste après le downgrade, c'est intéressant de voir que la banque postale chinoise a émis 7 milliards oversouscrits comme jamais. Voilà. Il faut quand même dire un truc, hein, c'est que sur la dette chinoise, pour être clair avec les auditeurs, on est passé de très solide à très solide. Hein, on n'est pas dans nos pays où parfois on flirte avec le côté très spéculatif, avec les risques de faillite. Donc, on est dans des notations qui sont très élevées. Donc, on entend souvent qu'il y a un risque financier majeur sur la Chine, l'endettement, la bulle du crédit là-bas en Chine. Vous savez, le problème, c'est que la Chine, c'est une boîte noire. Et quand on regarde de l'extérieur une boîte noire qui a quand même la capacité, si elle posait problème, à entraîner pas mal de monde, c'est jamais très confortable. Mais c'est aussi un pays qui a des réserves de change qui sont colossales, qui a les moyens de traiter des problèmes, et en tout cas, qui, sur la capacité pour l'instant à faire évoluer son modèle d'un modèle d'exportation à un modèle domestique, a plutôt l'air de s'en sortir correctement, et je suis pas sûr qu'on ait les moyens de lui donner des leçons. Donc, oui, à regarder. Bon. Oui, c'est un risque qu'il faut monitorer. Mais il ne faut pas non plus surjouer cette bête dégradation entre deux notes tout à fait excellentes qui n'appellent pas à plus de commentaires que ça. Et si ça arrivait à un pays européen à ces niveaux-là, honnêtement, ça serait un non-sujet aussi. Bon, on aura essayé de vous faire parler des éventuels risques qui pèsent sur les marchés, mais en fait, on en trouve assez peu. On en a cité quelques-uns quand même. Oui, mais pas énorme à chaque fois. Mais non, mais quand les choses vont bien, le principal risque, c'est les valorisations. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont déjà dans les cours. Donc il ne faut pas qu'on ait des déceptions. C'est-à-dire qu'on a des boîtes qui en attendaient beaucoup. Elles ont fait juste moyen plus. Elles ont pris des énormes taquets. Donc le point négatif, il est là. Il est que beaucoup de ces éléments ont été découverts par le marché. C'est pas Pascal et moi qui sommes les seuls à les voir, et donc ils sont dans les cours. Et donc le risque, il est à la déception. Ouais. On se souvient d'ailleurs sur les publications du mois de juillet que quand elles étaient excellentes mais conformes aux attentes, eh bien ça n'entraînait pas de hausse du cours en bourse parce que tout ça avait déjà été valorisé. Donc c'est peut-être le risque aussi sur les publics qui approchent. Merci beaucoup à tous les deux. Le face à face. Pascal Auclair, directeur général de la Française AM. Bon retour Pascal, et bon retour à vous aussi Thibaut Prébel, directeur général adjoint de la financière Arbevel.